Bonjour, je suis Eric Gibaud, ericgibaud.com et aujourd'hui, enfin, je vais te présenter le Olympus OMD E5 Mark II. Pourquoi je dis enfin? Parce que ça fait un moment que j'ai annoncé quand j'étais passé de Canon à Olympus. Beaucoup de gens m'ont demandé mes impressions et j'ai promis que j'allais faire un test. Mais je voulais d'abord commencer à bien connaître l'appareil photo, expliquer tout en détail et tout ça. Okay. Avant, j'étais avec Canon 5D Mark II et 5D Mark III. Et maintenant, j'ai donc deux Olympus OMD E5 Mark II. EM5 Mark II et un noir et un couleur argent. Alors le couleur argent, c'est Claudia qui est en train de l'utiliser pour m'enregistrer. D'ailleurs, elle va m'aider aujourd'hui en faisant des changements de plan parce que quelquefois mes vidéos étaient peut-être un petit peu ennuyeux parce que je bougeais pas assez. Donc on va changer les plans, on va changer les zooms et tout ça. D'ailleurs, elle va nous faire une démonstration en changeant le zoom maintenant. Comme tu vois là, elle est en train de changer le zoom. Ok? Alors on va essayer de faire ça pour que ce soit plus agréable. Alors, n'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud, mon site web ericgibaud.com/fr pour le français, /fr/blog pour le blog. Et n'oubliez surtout pas mes nouveaux cours en vidéo, ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Alors, on va démarrer tout de suite. Je vais commencer par t'expliquer un petit peu toutes les données techniques, mais je t'invite à visiter le site de Olympus pour avoir toutes les données. Sur mon blog, j'indique l'adresse, toutes les données techniques dans tous les détails de cet appareil photo, mais je vais quand même faire une explication un petit peu plus étendue qu'avec d'autres appareils photo, puisque c'est ceux que j'utilise, donc je connais mieux. Alors, c'est peut-être un petit peu injuste vis-à-vis des autres, où je suis passé plus rapidement dessus. Évidemment, c'est difficile pour moi d'être objectif parce que, évidemment, j'ai hésité quand j'ai laissé Canon à passer chez Fuji ou chez Sony ou chez Olympus. J'ai choisi Olympus, donc évidemment, je suis plus positif sur ces appareils photos que sur ceux que je n'ai pas utilisés. Mais ça ne veut pas dire que les autres soient forcément mauvais, simplement correspondent peut-être plus à d'autres choses que moi je ne fais pas. Et ça, c'est ceux qui correspondent le plus à ce que je fais. Ok? Alors, on démarre. Tcha-tcha! Tu vois, je suis dans un autre endroit. En fait, on a bougé un petit peu, mais tu vois, je crois que ça va être plus dynamique. Ok? Alors, je vais te parler des données techniques. Alors ça, c'est un petit peu long. Je vais te donner tous les détails parce que je les connais plus que sur certains autres où je t'envoie sur le site officiel. Et là, je les connais plus parce que j'ai utilisé beaucoup plus. Ok? Alors, c'est une résolution de 16 mégapixels qui est extensible à 40 mégapixels sur un système de haute résolution, mais à ce moment-là, il faut que ça soit sur trépied. C'est un format 4 tiers, micro 4 tiers, le format photo. La vitesse d'obturation est jusqu'à 1,8 millième de seconde en mécanique et 1,16 millième de seconde en obturateur électronique, plus l'option bulbe jusqu'à 30 minutes. Ça te permet de faire de la vidéo Full HD, c'est-à-dire en 1080 pixels de haut, avec une qualité de transfert, je ne sais pas comment ça s'appelle, de 77 mégas par 77 mégas par seconde. Ok. Il y a aussi un filtre d'onde supersonique pour nettoyer le capteur. Alors, une petite parenthèse, Olympus a été le premier fabricant à monter des systèmes auto-nettoyants de poussière sur les capteurs, il y a bientôt plus de 10 ans, ouais, à peu près 10 ans. Donc, ils ont continué leur technique, c'est impeccable. Ok. Il y a une correction de dioptrie de -4 plus 2. Donc, ceux qui veulent enlever leurs lunettes quand ils font des photos, ils peuvent ajuster la dioptrie. Il y a un stabilisateur de 5 axes. Donc, ce qui est fantastique, c'est que le système de stabilisation de ces appareils photo est dans le boîtier. Ça veut dire que même si je mets avec un adaptateur un objectif ancien, même s'il avait 50 ans l'objectif, avec un adaptateur, eh bien, il sera aussi stabilisé. Et ça, pour moi, c'est un point clé qui est très supérieur à ce que propose Fuji en stabilisation, qui l'ont seulement sur les objectifs, ou ce que propose Panasonic sur son G4, G5 et tout ça, qui sont des appareils fantastiques, mais qui ont la stabilisation, qui ont la stabilisation seulement dans leurs objectifs, tandis que là, c'est dans le boîtier. Ça veut dire que la stabilisation va être aussi bien en photo qu'en vidéo, vraiment fantastique. Vraiment, je pense, à mon avis, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Il y a un système d'autofocus à 81 points, un système de rafale à 10 images secondes. 10 images secondes, il y a beaucoup d'objectifs réflexes professionnels qui n'ont pas ça. Alors comme tu vois, il n'y a pas de flash intégré, mais par contre, il y a un petit flash externe qui est fourni avec l'appareil photo. C'est un petit flash qui a à peu près la même taille qu'aurait un flash intégré, mais l'avantage, c'est qu'il est
il est orientable, comme tu vois. Donc ça, c'est vraiment impeccable, c'est un petit flash d'appoint. Évidemment, ça vaut rien par rapport à un gros flash pour faire de la vraie photo au flash, mais ça peut te sauver dans pas mal de situations. Même en macro, j'ai fait les photos en mettant le flash comme ça avec un petit carton blanc pour illuminer, pour éclairer, pardon, et ça a été vraiment impeccable. Donc ce petit flash vient inclus dans le kit de l'appareil photo. C'est pas quelque chose que tu dois payer de manière optionnelle. L'appareil photo a aussi un système Wi-Fi. Alors c'est super parce que tu l'actives, tu as un petit code QR qui apparaît sur l'appareil et avec ton téléphone ou avec ta tablette, tu peux faire une connexion simplement avec le QR ou évidemment manuellement en lisant le mot de passe qui apparaît. Non après, tu as 24 modes scène, alors portrait, paysage, sport et tout ça. Alors évidemment, moi, c'est quelque chose que je n'utilise pas, mais quelqu'un qui commence, qui a des doutes, qui ne sait pas configurer l'appareil photo, eh bien, il y a l'option de travailler de cette manière. Ok ? Il y a aussi des filtres artistiques, pop art, mise au point douce, sépia, etc. Il y a une synchronisation flash à 1/250e de seconde et aussi l'option de synchronisation haute synchronisation élevée si tu utilises un flash compatible ou de Olympus ou compatible avec la marque. L'écran est sensible, tactile et orientable. Alors il est complètement orientable. Pardon. Alors, tu vois, complètement orientable dans tous les sens, tu peux le fermer comme ça, l'ouvrir, voilà, ok, il est orientable. Et en plus, il est tactile. Ça veut dire que si par exemple je veux faire une photo et je n'utilise pas le viseur, mais j'utilise l'écran, je peux même configurer que là où je touche, ça fait la mise au point et la photo. Ou simplement je touche et ça fait la mise au point à cet endroit. C'est vraiment très, très, très pratique. Alors là, on est sur la place d'un petit village à Tenerife. C'est pour ça que tu entends des bruits, parce qu'il y a des gens qui passent, un chien qui aboie, les cloches de l'église qui sonnent. Donc il y a des endroits où j'ai pu recouper, où on a arrêté d'enregistrer et on a continué après. Mais il y a quelques sons que tu peux entendre. Mais enfin, ça donne un petit peu de vie aux vidéos. Ok ? Et maintenant, je vais passer à la partie des vidéos. Alors ça supporte, à mon avis, là, il est 5h15. Puisqu'il y a un quart d'heure, il était 5 heures. Voilà, donc il est 5h15 à Tenerife. Ok ? Alors en vidéo, ça me permet du Full HD à 24, 25, 30, 50 et 60 images secondes. En HD, le même chose, 24, 25, 30, 50 et 60 images secondes. Je peux faire un enregistrement continu maximum de 29 minutes et jusqu'à un fichier de 4 GB. Alors attention, beaucoup de gens pensent que c'est un problème des appareils photo. Ils disent non, mon appareil fait seulement 12 minutes, fait seulement 30 minutes en continu. Bon, d'abord dire que quand les 29 minutes sont passées, ça passe automatiquement à un nouveau fichier et ça continue à enregistrer. Ok ? Et la raison, c'est simple. C'est parce qu'aux États-Unis, la loi sur les appareils photo et sur les appareils de vidéo n'est pas la même. C'est-à-dire que les taxes sont différentes. Donc si un appareil photo faisait plus de 29 minutes ou plus de 12 minutes suivant ce qu'ils choisissent, les taxes ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que beaucoup ont une limite. Il y a aussi une autre question, c'est l'histoire que ça peut augmenter la température du capteur. Alors, donc, ils mettent un temps limite. Mais enfin, la température, c'est un petit peu faux maintenant, puisque sinon, ça continuerait pas sur un nouveau fichier, évidemment. C'est pour une question de taxe, évidemment. Et donc, ils ont appliqué ça au monde entier. Ça permet de faire des time-lapse, mais alors là, ça ne supporte pas la vidéo, ça ne supporte pas le 4K. Par contre, le time-lapse, si, ça fait du 4K, du 1080 et du 720 pixels, c'est-à-dire 4K, Full HD et HD. Et ça aussi, sur le time-lapse, tu peux aussi mettre des filtres artistiques. Le time-lapse te monte directement dans l'appareil photo. Après, tu as du son stéréo. Tu as l'option de faire du HDR. Alors, tu as 2 niveaux de qualité. Après, tout ça, je rentrerai plus en détail. Après, tu peux faire du bracketing, aussi bien sur l'exposition que sur l'ISO, que sur l'HDR, et aussi du bracketing sur l'autofocus. Alors ça, je t'expliquerai après, mais c'est fantastique. Après, le Live Composite, je vais expliquer aussi, c'est pour faire de la photo de longue exposition sans que ça soit longue exposition. Enfin, je vais t'expliquer. Du Lifetime, je vais t'expliquer aussi. Un Quick Menu, c'est-à-dire un menu rapide où tu appuies sur une touche et tu as toutes les options qui t'apparaissent à l'appareil. Tu vois, là, je suis avec l'option Quick Menu. Voilà. Tu vois, j'ai toutes les options qui sont disponibles. Et si je touche avec le doigt, ouais, ok. Là, par exemple, je touche et ça m'accède, par exemple, je fais OK, et ça m'accède à la configuration de l'autofocus, par exemple. Voilà, OK. Donc, c'est quelque chose qui est pratique pour quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans les menus et qui veut accéder directement.
Ça permet aussi de faire la multi-exposition, superposant les photos comme on faisait avant en argentique. Alors, 2 photos directement au moment de la prise, ou 3 photos si on fait le petit montage après une option qu'il y a dans l'appareil photo, d'édition. Alors, après cette super liste de plein de choses, évidemment, comme je t'ai dit au début, comme je connais mieux l'appareil photo, je te raconte plus de trucs. Mais là, maintenant, je t'ai raconté les pour et les contre. Certains vont dire, ah, il y a des contres, parce qu'ils me voient tellement enthousiaste avec cet appareil photo. Oui, évidemment, l'appareil photo parfait n'existe pas, donc il y a forcément des choses que j'aimerais bien que ça soit un peu meilleur ou un peu différent. Ok, alors les pour. Souvent, comme on perd l'objectivité, comme Claudia vient souvent faire des photos avec moi, je lui ai dit, alors toi qui ne connaissais pas l'appareil, moi non plus, mais j'ai plus utilisé, j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui te plaît de cet appareil photo? Et le premier truc qu'elle m'a dit, c'est le poids, la taille et le look. C'est-à-dire le look rétro, c'est fantastique. Tu prends un OMD, un OM, pardon, pas OMD, mais un OM d'il y a 30 ans, il a le même look, il est même un petit peu plus, il a une taille un petit peu similaire, ok. Le poids est fantastique, c'est très léger, hein, c'est très pratique. Ça fait 469 grammes avec la batterie et avec la carte. L'avantage des Trocanaries, c'est qu'il y a des balcons qui sont construits comme ça. Et quand il commence à tomber des gouttes, eh ben, on met l'appareil photo sous le balcon. Et moi, je suis un peu plus à la pluie. Mais enfin, bon, ah oui, j'ai oublié de dire. Moi, j'ai oublié de le dire en espagnol, mais je te le dis en français parce que c'est toi. Mais bien parce que c'est toi. L'appareil photo, il est protégé contre la pluie et la pluie, les embruns et la poussière. Ok. Alors, je continue. Alors moi, ce qui m'a plu, la qualité des images et la qualité des couleurs m'a énormément plu. Alors c'est vrai, il y en a qui critiquent, qui disent que c'est seulement 16 millions de pixels. Mais en fait, moi quand je travaillais avec la Mark II et la Mark III à 20 et 21 millions de pixels, c'était pas tellement plus. Et je pense que les couleurs n'étaient pas aussi bien. Alors évidemment, les couleurs, ça dépend beaucoup de la balance des blancs. Il est évident que si elle est bien faite à chaque fois, c'est pas un problème. Mais je parle en automatique, les couleurs sont vraiment très réalistes. Chose que je n'avais pas aussi bien chez Canon. Ok. Alors, ce qui m'a plu aussi, c'est que l'appareil photo est totalement configurable. Tous les boutons. Alors, je vais mettre ça sous le bras une seconde. Hop. Tous les boutons là sont configurables. Alors, il y a des presets et tout. Il y en a ici, il y a un bouton là. Il y en a là, un peu partout. Ok. Et tous ces boutons sont configurables. Alors par défaut, ils viennent avec une certaine configuration, mais tu peux mettre une autre configuration. Par exemple, moi, les 2 molettes devant, tu avais l'ouverture et derrière, tu avais la vitesse. Alors moi, ça me plaisait pas parce que sur ma Canon, j'avais la vitesse devant et une molette derrière pour l'ouverture. Donc j'ai inversé. Là, j'ai la vitesse, l'ouverture derrière et la vitesse devant. Et tu peux même configurer dans quel sens ça va, si ça ouvre, ça ferme et tout ça. Ok. Donc c'est vraiment tout configurable. Alors, je crois que cet appareil photo, c'est plus qu'un appareil photo. D'abord, l'aspect est simple, mais après, tu te rends compte que c'est un véritable outil. Parce qu'il y a des choses que mon Canon ne faisait pas. Ne faisait pas, ni un Nikon, ni rien. D'autres mirrorless, oui, mais des réflexes, non. Et je m'explique. Par exemple, il y a des outils comme le Live Composite. Alors, le Live Composite, c'est un truc extraordinaire. Imagine que tu veux une photo d'une ville avec les étoiles style circumpolaire ou comment ça s'appelle. Donc, tout tourné comme ça. Ok. Sur un appareil photo normal, il faudrait que tu fasses 2 photos. Une pour exposer la ville et une autre pour le ciel qui durerait peut-être 10 ou 15 ou 20 ou 40 minutes ou 1 heure. Et après, dans Photoshop, tu couples les 2 photos. Eh bien le Live Composite te permet de faire, tu fais une première photo pour voir l'exposition. Alors sur tout ça, ce que je t'explique, je ferai des petites vidéos plus développées pour ceux qui ont un Olympus pour expliquer la technique exacte. Mais moi, je te donne une petite idée pour que tu vois ce genre d'outil. Alors je fais une première photo, je fais une photo, quand je configure le temps entre chaque photo en fait, et je mets une photo par exemple de 1 minute ou 30 secondes pour exposer la ville. J'indique que ça fasse des photos de 30 secondes. Donc, je fais la première photo, j'appuie, ça fait la première photo, et après, ça continue à faire photo de 30 secondes, tant que je dis. Quand j'en ai marre, je suis fatigué de data, j'appuie. Alors, peut-être passe une demi-heure, 1 heure, j'appuie. Donc, la ville, alors ce que ça fait, après, ça me couple toutes les photos, et ça me donne un fichier RAW, pas un JPEG, un RAW, et ça me fait que j'aurai les étoiles qui seront bougées, la ville qui sera correctement exposée. Comment ça marche? Parce que simplement, entre chaque photo, ça va additionner ce qui a changé d'une photo à l'autre.
ça va pas tout mettre ensemble, simplement ce qui a changé. Donc, les étoiles se sont déplacées, ça a changé. La ville est toujours la même, et bien ça garde l'exposition de la première photo. Donc, ça permet de faire quelque chose de vraiment incroyable. Donc, le Live Composite, ça permet de faire des photos, et en plus, tu le vois en temps réel sur ton écran. Donc, ça permet de décider quand est-ce que tu veux que ça arrête de faire la photo. Après, tu as... Pardon, là, je suis moitié étouffé, là, je me récupère. Après, il y a une option, le focus bracketing. Alors, qu'est-ce que c'est? Par exemple, quand tu fais de la photo macro, avec par exemple cet objectif macro que j'ai ici, la profondeur de champ est très courte. Donc, il y a une technique qui s'appelle le focus stacking, qui se fait depuis des années, qui consiste à changer légèrement l'autofocus, la mise au point, pardon, la mise au point, et après de monter toutes les photos ensemble. Alors évidemment, ça, c'est pas facile de bouger quelques micromillimètres ou millimètres d'une photo en touchant ça. Alors l'OMD1 par exemple, l'option du focus stacking qui te fait 8 photos avec une profondeur de champ plus élevée. Mais là, tu as l'option de faire jusqu'à 999 photos en indiquant quel déplacement tu veux entre chaque photo et aussi le temps d'attente au cas où tu utiliserais un flash pour donner au flash le temps de se recycler. Donc c'est vraiment un truc incroyable. D'ailleurs, je te passe une photo là. Tu vois les crayons avec la profondeur de champ normale. Après, tu as la mise au point avec le focus bracketing. Ou alors là, ça te prépare toutes les photos en RAW si tu veux, ou en JPEG, mais en RAW c'est plus logique. Et après, tu les décharges, tu les mets dans un programme comme le Helicon Focus et ça te montre toute ta photo. Donc sur un macro, tu peux avoir toute la profondeur de champ mise au point. Donc sur des photos de produits ou certains trucs, c'est vraiment vraiment un outil incroyable. Après, tu as le lifetime qui te permet, par exemple, si tu es en train de faire une photo de longue durée, de voir en temps réel comment elle se compose ta photo. Toutes les 10, 12 secondes ou 5 secondes, tu indiques, ça va te montrer l'évolution de ta prise de photo et comment elle est en train d'évoluer. Et tu vois de plus en plus comment sur ton écran la photo apparaît. Et tu peux décider quand arrêter de faire la prise de vue. Et donc, tu vas avoir une exposition exactement comme tu souhaites. Okay. Après, tu as l'option de haute résolution. Alors, l'option de haute résolution, ça te permet de faire des fichiers de 40 mégapixels en JPEG ou de 64 mégapixels en RAW. Alors, comment ça marche? Il faut que ça soit sur un trépied. Et à ce moment-là, le capteur, il va bouger. Il va faire 8 photos en bougeant d'un pixel dans tous les sens et après il va tout mettre ensemble et faire une photo en haute résolution. Alors ça c'est un truc qui est vraiment nouveau et c'est vraiment un truc dont il parle beaucoup sur Olympus parce que c'est un petit peu pour contrerester ceux qui disent que ça a seulement 16 millions de pixels. Un truc que j'adore sur l'Olympus, c'est que tu vois par exemple les zones oranges là, eh bien j'ai configuré que quand il y a des hautes lumières c'est orange et quand il y a des basses lumières par contre, alors je vais voir là, hop. Quand il y a des basses lumières, ça me met en bleu. Alors je sais pas si tu vas voir le bleu là, ok, mais ça devient bleu. Tu vois là, ici tu as des zones bleues, ok. Alors ça veut dire que moi, quand je vais faire une photo, je sais avant de faire la photo si elle va être brûlée, si elle va être cramée, si elle va être les zones d'ombre tout bouchées, tout ça. Je vais le savoir avant. C'est d'ailleurs, si bien quand je faisais de la mesure de la lumière sur Canon, j'étais en ponctuel. Maintenant, je suis en matriciel. D'ailleurs, parce que je sais tout de suite avant d'appuyer sur le bouton si ça va être brûlé ou pas. D'ailleurs, ça me permet d'amener les photos à la limite de brûler pour pouvoir ensuite les foncer sur l'ordinateur. Et ceci, ça me permet d'avoir un bruit pratiquement zéro parce que en fait, j'ai tous les détails de la photo sans arriver à cramer. Et ça, c'est vraiment un outil incroyable qui permet une exposition très précise et qui permet vraiment de faire de la super photo sans cramer, sans boucher, sans rien. C'est vraiment un outil incroyable. Autre chose que j'adore, par exemple, quand tu es avec un réflexe, s'il y a peu de lumière, tu ne vois pas forcément bien dans le viseur, tu ne vois pas grand chose. Et alors là, c'est un peu un problème. Par contre, là, tu as un système de boost qui te permet de forcer la signal lumière qui rentre, qui sort ensuite sur ton écran. Et même avec très peu de lumière, tu as l'option, tu peux voir ce que tu es en train de faire. Donc ça va permettre, dans ce cas-là, tu n'as plus les signaux de haute lumière ou basse lumière, mais tu peux mettre l'histogramme ou voir si tu veux, hein, mais ça te permet d'avoir, de cadrer comme tu veux, de composer comme tu veux, parce que tu vois la scène. Sur un réflexe, quelquefois, tant que le flash ne saute pas, tu vois plus rien. Tandis que là, tu vois quand même en studio, c'est vraiment génial, quoi. Ça, c'est un outil qui me semble incroyable. Après,
je pense que depuis la première minute, c'est très facile à utiliser, bien qu'après, ça se complique tout si tu veux utiliser toutes les options, mais je vais en parler après. Mais l'utilisation est rapide et facile. Je dirais que c'est un appareil photo qui donne envie de faire de la photo. Moi, avant, avec mes Canon, je les utilisais que pour usage professionnel. Pourquoi? Parce que c'était lourd, c'était pas pratique, c'est pas pratique pour le poids, le volume, tout ça. Tandis que là, souvent, je prends les appareils photo si je veux faire un tour avec les gamines ou avec mes filles. Et c'est vraiment super parce que ça permet de faire vraiment, dans peu de poids, on a envie de faire des photos avec cet appareil photo. On a envie de faire un tour, on a envie de faire des photos. On a un moment, on veut faire un macro, bon, on prend l'appareil photo. C'est vraiment un appareil photo qui donne envie de faire des photos. Ensuite, le viseur, il est incroyable, il est super grand, c'est un 100%, mais j'ai vu d'autres viseurs, même en réflexe, qui sont peut-être un peu plus lumineux, je ne sais pas, je ne saurais même pas dire, mais ça me semble, c'est incroyable. Comparé avec des bridges que j'ai utilisés ou même d'autres mirrorless, je trouve que la taille du viseur est vraiment incroyable. On voit vraiment super bien, c'est un viseur 100%. Ok. Et ce que j'avais dit au départ, le look rétro était quelque chose qui plaisait énormément à beaucoup de gens. Et moi, je trouve que c'est vraiment un look sympa, quoi. C'est vraiment sympa. Alors l'autofocus, moi ça me semble super. Tu as vu l'avion que je passe là en train d'atterrir. Ça je l'ai fait avec un 40-150 mais de base, le pas cher. Parce qu'il y en a un pro qui ouvre à 2.8, ça n'en a pas très cher qui ouvre à 5.6. Et tu vois, j'ai fait le suivi et tout, tu vois la qualité du stabilisateur et tout, et la mise au point impeccable. Ça m'a plu. Donc là-dessus, rien à redire. Même les mirrorless, on les critique un peu sur leur mise au point. Moi, pour ce que je fais, j'ai pas eu de problème. C'est vrai, il paraît que le OMD1 est bien mieux avec une détection de phase pour la photo sportive. D'ailleurs, la prochaine version du OMD1, c'est le Mark II qui va sortir en principe au Photokina. Apparemment, ils vont tout accentuer sur la photo sportive avec un système d'autofocus encore meilleur que ce qu'il a. Mais enfin, ce que j'ai sur celui-là me semble amplement suffisant. La grande question, c'est toujours si les ISO élevés vont être OK. Alors évidemment, sur les mirrorless, les ISO élevés ne sont pas aussi nickel. Mais je pense sur cet appareil photo, on arrive jusqu'à 1600 ISO, 3200 ISO et c'est pas mal. Mais le fait qu'il y ait un stabilisateur de 5 axes aide énormément. On peut faire des photos jusqu'à 1 seconde et quelquefois qu'elles ne soient pas bougées. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc tu ne vas pas être obligé de monter aussi haut dans les ISO. Évidemment, si c'est une photo d'action, oui, mais dans des photos normales, ça va être impeccable. Donc les ISO élevés jusqu'à 1600, 3200 sans problème. Après, ça se gâte, mais on peut vraiment descendre la vitesse sans problème. Alors maintenant, c'est la partie compliquée. C'est essayer d'être objectif et dire ce qui n'est pas parfait, les contres. J'ai dit les pour, maintenant je vais parler des contres. Alors pourquoi c'est pas facile à dire? Parce qu'évidemment, moi d'abord je connais mieux l'appareil, donc je pense que c'est quelque chose qui passe qui arrive à tous les gens quand certains me disent oh mais c'est parce que t'aimes pas cet appareil photo, mais parce que tu le connais pas bien. Évidemment, je pense que je dis toujours les appareils photo sont comme les chasses d'eau. Tant que c'est pas un invité qui vient à la maison, la chasse d'eau elle marche parfaitement. Quand il y a un invité qui arrive, c'est quand la chasse d'eau elle marche plus. Alors évidemment il la casse parce qu'il sait pas le petit truc dont tu n'es même pas conscient et toi tu tires juste bien la chasse d'eau. Non, et les appareils photo c'est pareil. Donc évidemment moi je suis pas complètement objectif puisque je connais très bien cet appareil photo. Ok. Alors, le point le plus noir, à mon avis, c'est aussi le plus positif. C'est-à-dire que comme il y a tellement d'options, de trucs que tu peux faire avec, c'est un outil tellement complet qu'il te faut au moins 2 semaines d'apprentissage pour contrôler cet appareil photo. 2 semaines d'apprentissage, je dirais, à temps plein. Donc si tu fais une photo, tu l'utilises 1 heure tous les 2 jours, peut-être qu'il va falloir 2 mois pour vraiment dominer l'appareil photo. Ok. Alors ça c'est bien, ça c'est mal, ça dépend. Si tu fais un peu de tout, de la vidéo, de la photo, du macro, de la photo de nuit, de la photo de jour, du machin, du ceci, du cela, eh bien il y a tellement d'options que tu vas mettre du temps à l'utiliser. Si tu l'utilises toujours de manière simple, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, ça veut dire que moi je te conseille les 2 premières semaines et moi, lire le manuel. Alors là, il faut que tu le lises, tu es obligé de le lire. Et ensuite, d'avoir le manuel en PDF dans ton téléphone ou dans ta tablette pour que si tu as un petit doute où que tu ailles, tu regardes sur le manuel et ça t'éclaircit tout de suite. Ok. Alors, autre chose qui ne me plaît pas trop, les menus Olympus, à mon avis, sont très confus. Parce que moi, je viens de l'école des menus Canon. Pour moi, c'est les meilleurs menus que j'ai vus. Parce qu'en fait, tu as un onglet et s'il y a 10 options, il y a 10 options.
Quand les 10 options sont passées, c'est un autre onglet. Quand les 10 sont passées, c'est encore un autre onglet. Quand les 12, encore un autre onglet. Là, non, tu as un scroll. Tu vois pas l'option, il faut que tu continues à descendre pour enfin la voir. Donc, si tu ne te souviens pas dans quel onglet se trouve l'option, c'est un bazar. Donc, en fait, moi, ce que je fais souvent, je commence depuis la première, je scroll, je descends jusqu'à trouver celle dont j'ai besoin. Donc, ça, c'est un petit peu... À mon avis, c'est une erreur de ne pas avoir des menus plus simples. Ok, je ne trouve pas ça très pratique. Ok. Deuxièmement, toutes les options ne sont pas disponibles. Ça dépend de ton objectif. Si par exemple tu as un objectif pro, tout est disponible. Mais si tu en as un de gamme inférieure ou qui n'est même pas Olympus, ni Panasonic, ni rien, il y a des options qui ne sont pas disponibles. Ok. Donc, si tu ne le sais pas avant, peut-être que tu achètes un objectif pas très cher et puis après une option que tu veux utiliser, elle n'est pas disponible. Ok. Autre chose qui ne m'a pas convaincu au niveau physique de l'appareil. Attends, je vais marquer là-bas. Elle est marquée, voilà. Alors, une des options de fonction, c'est ici. Quand j'appuie là, j'ai un autre menu contextuel qui saute. Alors là, si je tourne ici, ça me donne la balance des blancs. Et ici, ça me donne les ISO. Alors, je n'ai pas allumé, mais c'est bon. Donc, ce petit bouton, c'est pas qu'il soit pas pratique, mais je ne sais pas quelle solidité il va avoir au cours des années. Ok. Parce que, évidemment, je pourrais avoir l'accès à l'ISO et la balance des blancs sur une autre option. Mais comme ce n'est pas ce que j'utilise le plus, bon, je l'ai mis là. Mais je peux, sans problème, en train de regarder dans le viseur, j'appuie là et je bouge mon ISO ou je bouge ma balance des blancs puisque je le vois dans le viseur. Ok. Donc c'est pour ça quand je disais, quand j'ai critiqué le Fujifilm l'autre jour, je disais que ce n'était pas pratique leur petit système. Ok. Mais là, sans quitter l'œil du viseur, je l'ai tout. Alors, il y a des options sur le menu qui sont de double configuration. C'est-à-dire, par exemple, quand je t'expliquais avant les zones oranges pour les hautes lumières et les zones bleues pour les ombres, pour l'avoir directement sur l'écran, tu as l'option de l'activer et tout d'un coup, tu vois que ça ne s'active pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu désactives d'avoir l'option de l'histogramme, de l'histogramme, pardon. On est vraiment influencé par les réseaux sociaux, hein. De l'histogramme. Alors, ça, c'est un petit peu ce que tu dis, c'est bizarre, ça sort pas et tout. Alors, attention, tu as quand même l'option d'un bouton info ici. Hein. Ici, tu as un bouton info, par exemple, je vais t'allumer l'appareil photo. Ok. Et suivant, voilà, suivant le bouton que j'ai, alors toi, je vais te mettre une zone rouge là, tu vois. Suivant l'option que j'ai, là, tu vois, je l'ai sans rien. Là, je l'ai sans rien. Et là, voilà, ça dépend. Là, je l'ai avec les niveaux qui sont organisés ici, ok. Au fait, petite parenthèse, les niveaux, quelquefois, ils se désajustent. J'ai fait une photo de la mer et l'horizon n'était pas horizontal. Mais ils sont ajustables, tu peux les calibrer, ok. Donc, tu vois, si j'avais l'histogramme, par exemple, activé, ben, je ne pourrais pas avoir cette information de haute lumière. Ça me laisserait l'un ou l'autre, ok. Autre truc qui n'a pas beaucoup de sens. Par exemple, moi j'ai l'appareil photo qui est configuré pour faire la photo seulement en RAW. Seulement en RAW. Alors l'autre jour, avec un copain, on voulait faire un essai de voir comment marchait la haute résolution, le 40 mégapixels ou le 64 en RAW. Et donc j'ai la configuration en RAW, on fait les photos et après on les télécharge sur l'ordinateur, on les met sur l'ordinateur et c'était tout en JPEG. Et en fait, je me suis rendu compte que par défaut, en haute résolution, ça te fait un JPEG. Il faut aller à l'option pour changer à RAW plus JPEG. Alors ça, c'est pas très logique, puisque si moi j'ai dit au départ que je voulais que du RAW, je comprends pas sans me prévenir pourquoi en utilisant une nouvelle caractéristique de l'appareil photo, nouvelle pour moi, pour l'appareil non, c'est depuis le début, ça me met pas automatiquement aussi en RAW. Donc ça, c'est pas très logique, ok. Après, il y a une option, en parlant aussi de la haute résolution, des 40 mégapixels, eh bien j'ai fait un essai. Et en fait, tu te rends compte que à 40 mégapixels ou à 64 mégapixels en RAW, la qualité de la photo a effectivement plus de résolution, mais la netteté est bien plus supérieure. Si tu prends le fichier normal de 16 mégapixels et tu fais une interpolation avec un programme comme le Zoom Focus, par exemple, tu as une meilleure netteté que si tu as l'option directe en faisant l'option de haute résolution. Donc je pense que si bien c'est un argument de vente qu'a utilisé Olympus, en disant non, nous aussi on peut faire de la haute résolution en réponse un petit peu à Nikon avec le 810, eh bien moi je dirais que si tu as vraiment besoin de haute résolution, pense que ce n'est pas l'appareil pour ça, ou alors fais de la haute résolution par interpolation. Mais ce programme cette caractéristique d'interpolation, à mon avis, ne note pas une netteté suffisante. Quand tu vois qu'en interpolant un fichier 16 mégas qui est déjà très propre, très net, tu as les mêmes résultats. Donc pour moi, ce n'est pas un argument d'achat.
C'est un argument de vente pour eux, mais ce n'est pas un argument d'achat pour moi. Ok. Autre chose qui ne me plaît pas trop, alors je vais t'allumer, je reviens. Tu vois ici, j'appuie sur ce bouton et j'ai un menu rapide qui me permet d'accéder directement. Mais tu vois qu'il s'éteint tout de suite. Alors, c'est peut-être une configuration qu'il faut que je change et tout, mais c'est pas pratique parce que si tu veux utiliser ce menu qui est au principe, il est super parce que tu peux appuyer pour faire des changements de config et tout, eh bien, tu es en train de regarder, tu doutes où c'est, tu cherches où c'est parce qu'il y a plein d'informations et hop, ça s'éteint. Alors ça, c'est un petit peu... je pense que ça serait mieux que ça reste tout le temps allumé ou que ça s'éteigne plus longtemps, quoi. Peut-être qu'il y a une configuration dans le menu pour changer le temps. Je ne l'ai pas trouvé, mais vu la quantité d'options qu'il y a, peut-être qu'elle existe. Ok. Ensuite, l'application Wi-Fi. Alors, il y a une app pour téléphone ou tablette. Tu peux contrôler complètement ton appareil depuis cette application. Alors, ce que je reproche à l'application, eh bien, si par exemple je suis en mode vidéo comme actuellement, eh bien je peux enregistrer la vidéo à la distance, je me vois, mais il faut que l'appareil soit en mode vidéo. Si je suis en mode photo, par exemple en manuel ou en priorité ouverture ou priorité diaphragme ou priorité vitesse sur l'appareil photo, sur mon app, j'ai l'option de faire des photos, mais j'ai pas l'option de faire une vidéo. Et moi, je trouve pas ça très logique que la vidéo soit seulement si l'appareil photo est déjà configuré en mode vidéo. Ça serait bien qu'il y ait deux boutons. Si je suis en mode manuel, par exemple, j'ai le bouton aussi bien pour la photo que de la vidéo depuis l'application. Mais enfin, c'est un détail. Moi, j'utilise l'appareil photo en mode vidéo parce que je ne suis pas vidéographe. Donc, je fais des vidéos comme ça, mais je ne suis pas un super vidéographe. Et je pense qu'un quelqu'un qui fait vraiment sérieusement de la vidéo, tu n'utiliserais pas la tablette pour faire ça. Mais ça peut être pratique quand même si ton appareil est perdu là-haut et accroché dans un coin ou en hauteur et tu ne peux pas y accéder pour contrôler la distance et faire vraiment la vidéo complètement en manuel, ça serait bien. Alors le point noir, c'est le même point noir de tous les mirrorless, c'est que la batterie dure peu de temps. Elle dure peu de temps parce que tu as vu que, je ne sais pas pourquoi, comment ça marche, que ce soit des écrans et tout ça, mais cet appareil photo a une batterie qui dure dans les 300 photos. C'est à mon avis peu, vu ce que j'étais habitué chez Canon ou même Nikon et tout, ça dure beaucoup plus longtemps. Et je pense qu'il pourrait améliorer. Et deuxièmement, Olympus, à mon avis, se manque un peu du monde sur les accessoires. Par exemple, ce parasol sur ce macro, une version originale Olympus coûte 50 €. Et ça, c'est une version chinoise sur eBay qui me coûte 8 € et la qualité est à peu près la même ou tout au moins suffisante. Donc moi, je pense surtout sur les objectifs pro, c'est quand même incroyable qu'Olympus ne donne pas un parasol. Ça me semble un peu lamentable. Ok. Alors voilà, j'ai terminé un petit peu l'explication, un peu tout. C'était un petit peu plus long sur d'autres appareils photo parce que celui-là, je connais mieux. Je te ferai quelques petits tutoriels que je mettrai sur ma chaîne avec comment faire le truc des étoiles, je vais t'expliquer tout ça, mais plus développé pour ceux qui ont un Olympus. Et ceux qui n'en ont pas, ça pourrait les intéresser de jeter un œil, mais il y en a d'autres qui voulaient peut-être une simple impression, peut-être même longue, mais pas de chaque détail, de chaque caractéristique. Ok. Alors n'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud, mon site web ericgibaud.com/fr pour le français, /fr/blog pour le blog. N'oublie pas mes cours en vidéo, ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Mon Facebook, facebook.com/Eric Gibaud photo, mon Instagram Gibaud, mon Twitter Eric Gibaud, mon Google++ Eric Gibaud. Si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. Et je dis merci beaucoup à Claudia qui a été aux commandes de l'appareil photo qui m'a enregistré et qui a fait des zooms, des changements et tout ça pour faire quelque chose de plus dynamique. Et alors on va faire un petit zoom là pour voir qu'elle nous dit au revoir là, vous voyez. Ok, eh bien merci et à bientôt.